Jean-Jacques Urvoas, vous êtes député du Finistère, vous êtes président de la commission des lois. C'est face à face entre deux hommes de conviction sur la sécurité, sur la politique pénale. Vous avez été secrétaire national du PS en charge de la sécurité. Vous avez publié en 2011 vos 11 propositions choc pour rétablir la sécurité. Vous êtes un proche de Manuel Valls. Alors vous connaissez les règles du jeu tous les deux. L'idée c'est que la confrontation elle soit la plus directe possible entre vous deux. Et Jean-Jacques Urvoas, c'est vous qui portez la contradiction. Vous vouliez commencer par votre vision sur les questions justement de sécurité. Oui, Christian Estrosi, bonsoir. On va parler de sécurité, bonsoir. Donc on va parler que c'est un sujet sur lequel vous vous exprimez souvent. On va parler police, on va parler gendarmerie, on va parler juge, magistrat. On aurait pu parler sécurité civile, vous pardonnerez à l'élu breton que je suis d'avoir une pensée pour ceux qui ne peuvent pas regarder l'émission, puisqu'il y a des inondations beaucoup dans le département et que les pompiers... Nous sommes confrontés nous-mêmes, voilà, puisque j'ai des éboulements importants dans mon... Là, d'un côté à l'autre de la France, il y a une certaine solidarité. Oui, mais c'est l'occasion de saluer ceux du service public qui travaillent pour l'État ou les collectivités, qui, depuis le 24 décembre, dans mon département, travaillent. Donc, on va parler police... Si vous saluez les vôtres, je peux saluer les miens, bien sûr. Je peux saluer ceux de tous les territoires de France, absolument. Parce que j'estime que dans le domaine de la sécurité civile, la France a des pompiers, des hommes et des femmes, des forestiers sapeurs qui sont exceptionnels et que c'est aussi un des beaux modèles de la France. Bon, là-dessus, vous vous rejoindrez sans doute. Absolument, y compris une pensée pour les sinistrés aussi. Bien. Je vous propose qu'on ait un échange. Je vous ai regardé depuis le début de l'émission. Je connais votre tempérament. C'est un bretteur, un sabreur, un premier canonnier. Vous êtes un homme de conviction. Et vous avez des convictions, vous avez dit tout à l'heure, gaulliste, sarkozyste, estrosiste. Je suis socialiste, progressiste. Donc je ne crois pas qu'à la fin de notre échange, nous allons changer, vous et moi, de conviction. Mais faisons au moins je ne crois pas non plus. Voilà. Ah oui, on n'arrête pas d'avoir des points d'accord. Mais au moins que le dialogue soit fécond. Mais justement, on va se mettre d'accord sur un dernier point. Faisons de ce moment un moment d'explication et un moment de compréhension, avec peut-être une conviction, rechercher l'efficacité, une boussole, la faire avec bon sens et avec quelques principes que l'on va suivre. Alors, vous avez évoqué le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est le matricule. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a décidé que depuis le 1er janvier, tous les fonctionnaires de police et de gendarmerie allaient porter sur le revers de leur poche ou sur leur manche pour les gendarmes un numéro d'identification au nom de la transparence. Alors, je vous ai vu, comme je vous lis souvent, vous avez estimé que c'était jeter l'opprobre et la défiance sur les forces de sécurité. Et donc, je voulais qu'on en discute parce que pourquoi voulez-vous ou pourquoi pensez-vous que par essence, les policiers et les gendarmes se comporteraient mal ? Pourquoi redouteraient-ils ce qui dans d'autres pays est une évidence, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hongrie ou dans d'autres villes, des grandes villes, Toronto, New York, c'est même le nom qui apparaît. Donc moi j'ai confiance et parce qu'ils sont vertueux, ils n'ont rien à craindre de ce numéro d'immatriculation qui va être apparent. Et vous, vous estimez que c'est au contraire une manifestation d'opprobre. Alors je voudrais que vous m'expliquiez comment. Voyez-vous, vous-même, vous prenez dans vos propres contradictions. C'est cette espèce d'angélisme qui nourrit le gouvernement socialiste depuis son arrivée. Parce que l'histoire a un point de départ. Le point de départ, c'est lorsqu'il y a à peu près 1 an et demi de cela, on nous sort cette affaire qui est vraiment d'un ridicule consommé, où on nous dit désormais, avant de demander une pièce d'identité pour contrôler quelqu'un, il va falloir que le policier ou le gendarme, d'abord, décline la sienne. Comme si le gendarme ou le policier était quelqu'un de dangereux. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'en plus, c'est faire prendre un risque personnel au gendarme, au policier et à sa famille, et que par ailleurs, lorsque on effectue un contrôle, on n'a pas à se méfier d'un gendarme ou d'un policier. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont engagés pour le service public, qui se sont engagés à prendre des risques personnels dans leur vie parce qu'ils aiment leur pays, parce qu'ils aiment la société française et parce qu'ils veulent la protéger. Et parce qu'on n'a pas réussi cette espèce de manœuvre qui consistait à devoir d'abord décliner, vous vous rendez compte, décliner son identité avant de pouvoir avoir le droit de demander l'identité de l'autre, au risque de se prendre un coup de couteau ou un coup d'arme à feu en pleine figure. Eh ben on se dit, tiens, on va trouver un petit palliatif. On va leur imposer de mettre un matricule pour qu'il soit identifiable. Parce qu'on ne sait jamais si, vous savez, c'est toujours le soupçon du délit de sale gueule, etc. Moi, j'ai confiance en eux. J'ai confiance en eux. Et à partir du moment où j'ai confiance en eux, et au moment où ils sont menacés dans leur
leur action, ne serait-ce que par la réforme de la loi Taubira qui va encore plus affaiblir. Oui, mais ça va de pair. Oui, mais ça va de pair. Parce que vous savez, quand il y a une loi qui commence à interdire aux policiers, aux gendarmes de pouvoir faire certains gestes à la fois préventifs et de flagrant délit, parce qu'il y a une loi laxiste de la réforme pénale qui arrive, qu'en même temps on donne un sentiment de défiance à leur égard en leur imposant un matricule, oui, je dénonce. Mais je ne comprends pas votre argumentation, parce que nos militaires qui sont aujourd'hui dans les rues de Bangui, en Centrafrique, ou ceux qui sont au Mali, ils portent leur nom sur leur uniforme, ils portent même leur grade, ils portent leur drapeau, et ils en sont fiers. Quand le défenseur des droits demande en 2012 que pour éviter l'impunité, il faut qu'il y ait ce numéro d'identification. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Vous savez que tous les fonctionnaires d'État, depuis l'an 2000, sont identifiables. Et parce que j'ai confiance dans la police, parce que je sais qu'elle est pour l'essentiel, pour son écrasante majorité vertueuse, je ne veux pas qu'il continue à y avoir des dénonciations calomnieuses contre des fonctionnaires qu'on désigne de manière indistincte, tandis que là, ce qui ne demande aucune tracasserie pour le fonctionnaire de police ou de gendarmerie, c'est celui qui a des reproches à faire, qui devra noter le numéro et qui devra aussi, parce que vous savez que le ministre de l'Intérieur, dans sa cohérence, a mis en place un code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie et une plateforme auprès de l'IGPN, ce qui fait que les Français, comme tous les Parisiens, peuvent maintenant saisir l'IGPN. Moi, j'ai confiance dans la police et je dis, on a tout intérêt à la transparence. Juste un mot, je finis là-dessus. La police, elle a des droits. Le monopole de la contrainte, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Elle a des droits. Elle doit aussi avoir des devoirs. La transparence me paraît l'un de ses devoirs. Monsieur Voas, on peut en débattre, ça serait dommage de gâcher nos 20 minutes à rester sur ce sujet. C'est une question qui concerne aussi beaucoup les Français. On est en désaccord total. Aujourd'hui, on a équipé les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, dont nous aurons l'occasion de parler dans quelques instants, parce que vous avez dit des choses intéressantes dans vos 11 propositions, et je voudrais des éclaircissements de votre part, d'équipements qui font qu'ils ont des caméras embarquées à leur boutonnière, sur leur taser, sur leurs armes, sur l'ensemble de leurs équipements. Vous avez mis énormément de vidéosurveillance dans votre ville. Absolument. Aujourd'hui, il y a suffisamment de dispositions qui permettent aux magistrats, chaque fois qu'ils instruisent, ou à la police judiciaire, chaque fois qu'elle instruit, de vérifier quels ont été les gestes et quel a été le mode opératoire engagé par la police municipale et la gendarmerie, pour qu'on leur envoie ce que je prends pour moi un signe de défiance. Vous le prenez pour un signe de confiance, je le prends pour un signe de défiance, c'est un désaccord, point. Voilà. Alors, continuons sur ce type de sujet. Là encore, quand vous parlez du ministre de l'Intérieur, vous dites qu'il est souvent dans le commentaire et pas dans l'action. Moi, je comprends que l'on puisse reprocher beaucoup de choses à ce gouvernement. Je comprends qu'on puisse faire des reproches au président de la République, vous en avez fait tout à l'heure, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à ce gouvernement, c'est de délaisser la sécurité. Parce que justement, sa priorité budgétaire, en termes de crédit, en termes de moyens, c'est la sécurité. Nous avons voté 2 budgets. Vous avez voté contre ces 2 budgets. Ces 2 budgets ont prévu des augmentations d'effectifs. La sécurité, c'est avant tout une question d'effectifs. Ce n'est pas une question que de loi. Il faut des moyens pour les appliquer. Or, cette année, en 2014, nous allons embaucher 3000 gardiens de la paix, là où vous en embauchiez 500. Et nous allons embaucher 3300 officiers de gendarmerie et sous-officiers, là où vous en embauchiez quelques dizaines. Vous avez en 5 ans supprimé 17 000 postes. En 2 ans, nous en avons recréé 885 et nous en créerons 2500. Donc je ne comprends pas que vous disiez que ce n'est pas une priorité. Ça vous fait pas rêver, ça, Christian Estrosi, tous ces postes en plus dans la sécurité? Non, c'est un sujet intéressant où on peut avoir un petit point d'accord. Vous voyez, on n'est pas forcément... Tant mieux, on voit que les choses sont constructives. J'aurais de toute évidence, Monsieur Urvoas, souhaité que l'on embauche plus de policiers et de gendarmes. Voilà. Vous les avez même supprimés. Non, mais dites-vous, le gouvernement, je suis Christian Estrosi. Vous auriez préféré... Je vous dis Christian Estrosi. Si ça vous fait rêver, quoi. Il y a Monsieur Urvoas, il y a Monsieur Christian Estrosi. Vous avez vos propres propositions qui ne sont pas forcément reprises par le gouvernement, heureusement d'ailleurs. Et puis il y a les miennes. Bon, donc je vous le dis, moi j'aurais plutôt préféré. Et la preuve en est qu'en matière de recrutement de policiers, j'en recrute proportionnellement beaucoup plus que le gouvernement, puisque je serais passé depuis que j'ai été élu maire de Nice en 2008, de 100 policiers municipaux à 380, plus 150 adjoints de sécurité de voie publique, c'est-à-dire 550 policiers municipaux sur le territoire de ma commune. Donc vous voyez que je ne suis pas réfractaire au recrutement de la police, j'ai même la police municipale la plus importante de France. Et elle va dans tous les quartiers de Nice.
Et non, parce que nous avons une convention avec la police nationale pour nous répartir la tâche et que chacun puisse occuper des territoires. Et il y a aujourd'hui des zones de sécurité prioritaires je les ai discutés avec M. Valls et nous nous sommes mis d'accord. Et dans cette convention qui fait que j'ai placé d'ailleurs sous l'autorité d'un commissaire de la police nationale et d'un commandant fonctionnel de la police nationale qui a été responsable de la sécurité publique pendant près de 20 ans, la police municipale, pour que nous ayons un lien, car je considère que c'est un pouvoir régalien qui appartient à l'État, c'est la politique de l'État, la sécurité publique, et que un maire doit apporter sa contribution à cela. Et on passera à la politique pénale. Non, mais par contre, en même temps, nous avons pris des dispositions législatives avec des résultats, parce que vous parlez d'effectifs. Moi, ce qui m'intéresse, M. Rovoas, c'est quand même les performances, c'est quand même les résultats, c'est l'efficacité, c'est la sécurité des Françaises et des Français. On a fait passer avec le fichier FNAEG le nombre par milliers de délinquants qui ont été enregistrés au fichier des empreintes génétiques, par là où nous étions à un niveau extrêmement faible en 2002. Vous venez de supprimer le racolage passif qui nous permettait pourtant d'avoir une disposition en matière de délit qui nous permettent de démanteler des réseaux criminels de prostitution. C'est votre choix. Le renforcement de la cybercriminalité avec l'OPSI de 2011 et de 2012. Je pourrais prendre des dispositions qui aboutissent aux résultats qui sont les suivants. C'est que lorsque nous étions là, en 2002, il y avait un taux d'élucidation de 25%. Lorsque nous sommes partis, en 2012, nous étions à un taux d'élucidation de 38%, 52% de taux d'élucidation grâce à la politique que nous avons menée. Alors si vous voulez qu'on soit sur un problème de chiffres... Oui, non, moi je parle pas de chiffres, je parle de moyens. Voilà, alors maintenant, oui, mais les moyens, c'est pour avoir des résultats. On est d'accord. Voilà. Vous n'aviez ni les moyens ni les résultats. Donc c'est assez lié. Et le problème, c'est qu'en matière de résultats, aujourd'hui, nous voyons... dans tous les domaines. Regardez les chiffres dans vos notes. Allons aussi sur la philosophie. Oui, mais la délinquancement, la violencement dans notre pays. Non, mais ça, c'est une affirmation. D'accord. Mais c'est pas une affirmation. Non, mais on va pas publier les chiffres tous les mois. Moi, je les ai, les chiffres. Revenons à ce qu'on disait tout à l'heure. Je vous pose une question, puisque vous parlez d'effectifs. Cherchons. Juste une question. Oui. Est-ce que vous savez qu'au moment où nous nous parlons ce soir, Monsieur Urvoas, en tout et pour tout, et je vous mets au défi de m'apporter la preuve contraire, il y a 1800 policiers nationaux qui sont en tenue sur l'ensemble du territoire national. Ce dimanche soir, date de retour des vacances. 1800 policiers. Vous savez combien il y a de policiers municipaux qui sont en service ce soir? Près de 10 000. Et alors moi, je vais vous poser une autre question, parce que vous avez fait 11 propositions, parmi lesquelles il y a à mes côtés ce soir le président du syndicat national de la police municipale de France, parce que pour moi il y a 3 forces de police de sécurité intérieure, la gendarmerie nationale, la police nationale et la police municipale. Vous proposez le désarmement des polices municipales, la suppression de l'uniforme, et en même temps la taxation des communes ayant trop de policiers municipaux. Donc vous proposez que je sois taxé à cet égard. Si on rajoute au fait que le ministre de la Ville, M. Lamy, dit on va moins aider le maire de Nice, dont vous dites que ma police serait une milice. C'est le 14 décembre 2011 que M. Urvoas ose affirmer que tout le monde n'a pas la milice de Christian Estrosi. Je vous demande de bien vouloir vous expliquer et de me dire par oui ou par non si vous considérez que la contribution que j'apporte à la sécurité de mon pays, c'est avec une milice. Oui ou non? Jean-Jacques Urvoas. Je ne crois pas avoir utilisé... Vous n'aurez pas répondu par oui ou par non, mais je l'accepterai de passer à un autre sujet. Donc, mais moi, je discute de tous les sujets. Oui, mais parlons déjà de celui-là. Répondez clairement. Mais j'ai aucun problème pour répondre à rien, monsieur Estrosi. C'est la différence que je fais avec vous. Maintenant, il faut le laisser répondre. Je veux bien qu'on ait un débat sur la police municipale. J'ai cru que je venais parler de la police de l'État. Les polices municipales, c'est pas l'État. Mais je veux bien parler de police municipale. C'est l'État parce qu'ils sont placés sous l'autorité du préfet dans le département. D'abord, il n'y a pas un président de la commission des lois ignorer cela. Mais justement, c'est une grande faiblesse de votre part. Écoutez, d'accord. Vous dites d'abord qu'il y a une police municipale. Moi, je considère qu'il y a des polices municipales.
Je considère que la loi aujourd'hui, vous parlez de l'armement, c'est un décret de 2000 qui permet aux maires de faire ce qu'ils veulent. Il y a aujourd'hui 10% des maires... Ce qu'ils veulent, c'est une convention avec l'État. Si vous ne me laissez pas construire mon raisonnement, on peut continuer à assassiner des éléments et je ne crois pas qu'on atteindra l'objectif qu'on s'était fixé, qui était celui de faire un moment d'explication. Je vous donne ma position. Il y a aujourd'hui 36 000 communes, il y en a 10% qui ont des polices municipales. Dans ces 10% qui ont des polices municipales, il y en a 30% qui ont des armes de 4e catégorie, c'est-à-dire des revolvers pour l'essentiel. Bon, donc ce sont des chiffres qui ne sont pas de moi, qui sont des chiffres du Sénat, la dernière fois qu'il y a eu un rapport là-dessus. Bon. Moi je considère qu'aujourd'hui la loi est satisfaisante. J'ai écrit des éléments parce que j'ai une conception de la police municipale qui est qu'elle est en complémentarité de la police d'État. Et que donc du coup on ne doit pas être dans la surenchère. Moi je ne suis pas pour qu'il y ait une sécurité des riches et une sécurité des pauvres. Je suis pour qu'il y ait une sécurité partout. Je suis pour qu'il y ait une police nationale partout. Et je ne suis pas pour que effectivement les communes dépensent de l'argent dans les polices municipales. C'est un devoir de l'État. Et je considère que l'État doit faire ses compétences, doit assumer ses compétences. C'est la raison pour laquelle je soutiens ce gouvernement qui a récréé. Vous me dites, il y a aujourd'hui peu de policiers en tenue dans les rues. Mais comment comment ça ne serait pas autrement, puisque vous en avez supprimé, pardon de le redire, mais 13 700 pour arriver à recréer autant. Mais si, le gouvernement. Cela dit, Christian Estrosi, vous êtes vice-président de l'UMP. Vous avez usé Vous êtes vice-président de l'UMP. Vous êtes vice-président de l'UMP. Bon, vous avez été membre de ce gouvernement. Vous avez voté sous ces budgets. Quand vous étiez membre de la commission des lois juste avant que vous soyez ministre, vous avez voté les budgets, vous étiez même le premier rapporteur de la LOPSI 2, et vous avez été nommé ministre à ce moment-là, et vous avez voté ces budgets. Pour que nous arrivions à recréer... Nous avons augmenté le nombre de policiers nationaux dans la LOPSI 2. Dans la LOPSI 1. Dans la LOPSI 2, dans celle dont j'étais le rapporteur. Donc du coup, pour arriver à remettre du policier dans la rue, il faudrait que nous fassions plusieurs quinquennats de François Hollande, parce que nous n'en pouvons en recréer que 500 par an. Mais parlons de la politique pénale. Si vous considérez que j'ai répondu sur les polices municipales, j'assume ce que j'ai dit, je crois que c'est une compétence de l'État. Bien. Parlons maintenant de ce que vous dites sur... Est-ce que vous voulez toujours qu'on supprime leur uniforme? Non, mais je dis que la réglementation... Est-ce que la police de Nice est une milice? Écoutez, je ne crois pas avoir dit ce mot-là. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit, le 14 décembre, non, parce que les Inrocks Urvoas, 80% des policiers municipales sont en PACA, la très grande majorité ont moins de 5 agents. Je crois avoir une Tout le monde n'a pas... Mais sur Internet, vous trouverez la référence. Christian Estrosi, ce serait intéressant de vous entendre aussi tous les deux. Vous êtes prêt à vous excuser sur ces propos à l'égard de la police municipale de Nice? Mais je ne m'excuse pas de mots que je ne crois pas avoir prononcés pour une raison qui est très simple. Vous les avez prononcés. Bon, écoutez, si vous savez ce que j'ai dit à ma place, moi je considère avoir... Mais tout le monde y a accès sur Internet. Oui, mais cela dit, vous savez, Christian Estrosi, qu'il n'y a quand même pas tout ce qui est sur Internet est juste. Écoutez ce que vous dit Jean-Jacques Urvoas, là. C'est grave ce que vous dites. Vos propos enregistrés sur Internet me paraissent être une réalité. Si j'ai prononcé ce terme, je pense qu'il est mal adapté, puisque je crois... les images sur l'INA, il y a 40 ans de cela, je crois avoir un minimum de culture historique dans lequel ce terme de milice est connoté, et je pense que s'il a été utilisé, il est à mauvais escient. Bon. Revenons à l'essentiel qui est moi la politique pénale. Vous-même, vous avez lancé cette pétition Stop Taubira. Oui. Vous avez lancé... Donc, Jean-Jacques Urvoas. Vous nous dites Stop Taubira. Bon, alors j'ai lu la pétition que vous avez lancée. Et vous nous dites la justice pénale va à volo. Moi, j'ai cru que vous nous parliez du bilan de Nicolas Sarkozy. Parce que la réalité, aujourd'hui, c'est que cette justice, il faut la reconstruire. Je me suis renseigné tout à l'heure pour avoir des chiffres qui soient précis. Le procureur de Quimper, dans ma ville, 1575 dossiers. Le procureur de Bobigny, 1200 dossiers à gérer. Comment voulez-vous qu'avec aussi peu de magistrats, nous puissions avoir une action qui soit une action sur l'efficacité, sur la sanction des délinquants? Donc, la politique pénale, ce n'est pas que des lois, les unes après les autres, qui s'empilent au gré des émotions. C'est une construction sur le long terme. Et sans doute est-ce là la rupture avec ce que vous avez soutenu dans le passé. C'est que nous ne faisons plus de lois dans l'émotion. Nous construisons sur un cap, au service de la sécurité de nos concitoyens. Christian Estrosi, le mot de la fin, puisque c'est quand même la fin de ce débat. Vous avez traité beaucoup sur la sécurité. Je suis assez choqué par ce que vient de dire M. Urvoas, car le message qu'il cautionne, qui est adressé aux Français, c'est « je veux une loi de réforme pénale qui supprime les peines planchées contre les multirécidivistes. » Qui ne marche pas. Qui marche les peines planchées ne marchent pas. Qui marche parfaitement. Octobre, écoutez, vous m'avez demandé de ne pas vous interrompre, je l'ai fait. Octobre 2013,
L'avocat général près de la Cour de cassation vous allez accepter, les peines planchers ne fonctionnent pas. Je vous ai écouté. Vous allez me permettre d'avoir ce mot de la fin qui me permet de considérer que les peines planchers contre les multirécidivistes, vous savez, ceux qui autrefois venaient 10 fois, 15 fois, 20 fois devant le même juge avec un simple avertissement et ressortaient. Monsieur Urvoas, c'est une conviction, c'est pas une démonstration, ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la volonté de la garde des Sceaux de supprimer la peine de rétention de sûreté? Elle ne s'applique pas, elle s'applique en 2023. Elle n'existe pas, la rétention de sûreté. Mais elle n'existe pas. Elle a été votée en 2008, elle sera appliquée 15 ans après. En 2023 ? Oui, elle s'appliquera en 2023. Vous savez à qui? Oui. À Monsieur Tony Meillon. À Monsieur Tony Meillon, qui a assassiné. On va pas partir en 2023. Un petit morceau, la petite Vous en début de 2014. C'est pas le sujet. C'est de l'émotion. Vous essayez. Moi, je vous dis que vous parlez des choses qui sont des trompe-l'œil qui n'existent pas. Et vous envoyez ce message aux policiers et aux gendarmes selon lesquels chaque fois qu'ils interpelleraient un délinquant, un barbare, un voyou, eh bien, leur tâche serait amoindrie et fragilisée par l'ensemble de la réforme justice de notre pays. Vous auriez sans doute du mal à vous mettre d'accord. Elle est là. Oui, parce que...